Et lorsque ces sanctions-là sont tombées et que ça a touché le secteur aurifère notamment, c'était une première fois qu'on touchait au-delà de personnes physiques, qu'on commençait à toucher des entités et on est directement passé au cœur même de l'économie rwandaise. Alors, ça augurait déjà des sanctions qui allaient se multiplier. Il n'était que normal, c'est lui qui a investi au Rwanda, de pouvoir venir à la rescousse, pas forcément du Rwanda, mais de son argent qu'il a mis au Rwanda. Et en allant au Qatar, ils tombent dans le piège. Donc, ce qu'ils disent sur le plan diplomatique, pour moi, c'est faux. Ils sont pris dans le piège. Donc, le Rwanda est partie prenante de la crise à l'est de la République du Congo. Donc, il est un appui essentiel du M23. Bonsoir à tous. Pour la première fois depuis plus d'un an, les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont entretenus à Doha, au Qatar, sous la médiation de l'émir pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les raisons de cette rencontre? Pourquoi à Doha et non à Luanda? Quelle issue désormais? Pour en parler, je reçois Amama Mavinga, politologue. Bonsoir Amama Mavinga. Bonsoir. Dr Ben Luther Touré, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlil. Antoine au Congo, notre chroniqueur. Bonsoir Antoine. Bonsoir Carlil. Et depuis Kinshasa, Christos Mukendi, président du Congo Prospère et Grand. Bonsoir Christos. Bonsoir, mon cher Karid. Bonsoir à tous. Hein. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous aussi. Bonsoir. Mais on va regarder cette image-là qui va apparaître à l'écran, Romain. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette image? Parce qu'on avait une émission ici hier où on parlait du refus du dialogue du M23 avec le président Tshisekedi et là, patatras. Alors, je crois que cette image a surpris plus d'un, et surtout que cette rencontre intervient le jour même où devraient se tenir des négociations à Luanda. S'il faut faire une petite analyse sur ce tête-à-tête, c'est d'abord de relever le paradoxe du côté du Rwanda, puisqu'on le sait, jusqu'ici, le président Paul Kagame a toujours nié et de manière mordicus la responsabilité du Rwanda dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, accepter ce tête-à-tête et in fine, pour négocier des perspectives d'un cessez-le-feu, eh bien, cela montre que le Rwanda a une grande responsabilité dans ce conflit. Cela montre que le Rwanda a une emprise sur le M23 et que sa décision pourrait, bien entendu, décompter la situation. En tout cas, côté rwandais, on considère que cette rencontre, il n'y a pas de communication officielle, mais j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux certains analystes politiques rwandais qui disaient plutôt que cette rencontre n'a fait que régler des tensions diplomatiques entre les deux voisins. Bon, des tensions diplomatiques entre les deux voisins, je ne pense pas. On ne peut pas parler du règlement des tensions à l'heure actuelle, c'est un peu trop tôt. En fait, il continue de persister que ça reste un conflit, pour les propos d'Amama Mavinga, un conflit congolo-congolais, et que cette rencontre avait pour but seulement d'apaiser les tensions entre les deux pays, mais n'allait pas sur le fond. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le sait, c'est étayé que le Rwanda soutient le M23. Ça dit quand même quelque chose Oui. Cette drôle de rencontre, encore pour reprendre l'expression. Justement, pour moi, si le Rwanda accepte d'aller négocier, et c'est ce qui a été toujours la position du président Tshisekedi, de rencontrer plutôt le maître du M23, celui qui instrumentalise le M23, que plutôt de rencontrer le M23 directement. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi accepte le président rwandais accepte ce tête-à-tête, cela signifie tout simplement qu'il a une responsabilité dans ce conflit. Sinon, pourquoi il va négocier d'un cessez-le-feu si le Rwanda n'a pas sa partition dans ce conflit? Oui, moi je pense aussi... Vous avez été surpris? Oui. J'étais surpris de la manière dont ça a été organisé, mais pas surpris du tout. Pourquoi? Je veux m'expliquer. M. Kagame, avec le Rwanda, est coincé. Il n'a plus aujourd'hui l'appui occidental. Et nous savons, depuis un certain temps, nous avons observé qu'il était de plus en plus tourné vers
le pays arabe, de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, on parlait même de la Turquie qui devait faire la médiation entre le Rwanda et la RDC. Et compte tenu du fait aussi que nous sommes dans le cadre maintenant de la nouvelle reconfiguration du monde, qu'il faut le signaler, qu'il n'y a pas seulement le bloc occidental et le bloc Asie, donc Chine, Russie, il y a aussi les pays arabes qui sont des outsiders, Ouais. la nouvelle reconfiguration du monde. Ils veulent aussi peser sur les enjeux du monde. Donc la RDC les intéresse aussi dans leurs intérêts. Et maintenant, donc, M. Kagame se sentant coincé, il trouve que la seule sorte la porte de sortie qui pourrait l'aider sur le plan diplomatique, c'est recourir à l'autre bloc des outsiders, la nouvelle reconfiguration mondiale, et en allant au Qatar. Donc, en allant au Qatar, ils tombent dans le piège. Donc, ce qu'ils disent sur le plan diplomatique, pour moi, c'est faux. Ils sont pris dans le piège. Donc, le Rwanda est partie prenante de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, il est un appui essentiel du M23. Antoine? Je rentre un peu dans les mêmes considérations que les personnes présentes sur ce plateau, dans la mesure où c'est vrai que cette rencontre elle est assez particulière, étant donné qu'elle n'est pas sur le continent africain déjà, et elle est au Moyen-Orient. Et donc là, la problématique qui va y avoir, c'est de quoi ont-ils parlé et qu'est-ce que ça va engendrer, parce qu'il n'y a aucun processus qui a été lancé dessus. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous déjà. Je pense que c'est quand même une bonne chose, parce que malgré le conflit qu'il y a, la RDC et le Rwanda sont des pays quand même proches. Et donc, il faut toujours qu'il y ait des discussions. Moi, je suis toujours pour la diplomatie, bien que les États doivent quand même se protéger. Et donc, j'ai toujours dit qu'il fallait de la diplomatie, mais il fallait également une réponse militaire sur le terrain. Et donc, là, le fait que le président Kagame et le président Tshisekedi se sont rencontrés, pour moi, c'est une très bonne chose. Et ça peut amorcer d'autres choses qui peuvent être encore mieux, surtout pour les populations des territoires qui sont endeuillés. Christophe, qu'est-ce qui a poussé les deux hommes à se rencontrer à Doha et non à Luanda, comme le disait Antoine tout à l'heure? Encore une fois, bonsoir à tous et merci beaucoup de l'invitation. C'était prévisible, hein, c'était prévisible. C'est vrai que ça a surpris. Ça a surpris plus d'un. C'est une rencontre qui s'est faite dans la plus grande discrétion. Euh, et donc, le président est sorti du pays, on ne sait par quelle voie, parce que personne n'est là venu traverser la ville et on a juste été surpris de voir cette photo-là. Et donc, mais dans le fond, vous savez, le Qatar a ses intérêts au Congo et surtout au Rwanda. Surtout au Rwanda. Le Qatar investit avec Rwandair. Le Qatar est l'une des destinations privilégiées de l'or que transforme le Rwanda et dont il n'a pas qu'il n'a pas dans son sous-sol et qu'il vole essentiellement ici au Congo. Et donc, on a même essayé par rapport à cet or-là, eu une époque, je pense que c'était le ministre Nicolas Kazadi, de faire primaire à gold pour racheter l'or de tous de tous les artisanaux pour les canaliser vers primaire à gold et pouvoir les vendre. Le Rwanda a tout fait pour faire capoter cet accord avec le Qatar. Et donc, tout le monde fait une fixation sur le coltan, sur les autres minéraux stratégiques avec cet accord avec l'Union européenne. Mais le Rwanda vit essentiellement de l'or qu'il vole ici au Congo. Et lorsque ces sanctions-là sont tombées et que ça a touché le secteur aurifère notamment, c'était une première fois qu'on touchait au-delà de personnes physiques, qu'on commençait à toucher des entités et on est directement passé au cœur même de l'économie rwandaise. Alors, ça augurait déjà des sanctions qui allaient se multiplier. Il était que normal, c'est lui qui a investi au Rwanda, de pouvoir venir à la rescousse, pas forcément du Rwanda, mais de son argent qu'il a mis au Rwanda. Et il a notamment joué sur les bonnes relations qu'il a avec le président Tshisekedi, même si avec le président Kagame, c'est pas que des bonnes relations, c'est pas que des relations conviviales, mais c'est le business. Et donc, il les a appelés pour les mettre ensemble. Et ça a surpris, mais nous ne sommes pas tant émus que ça. Et même ma réaction à chaud depuis hier, j'ai remercié l'émir pour le geste, mais nous attendons Kagame à Luanda, là où il nous a laissé le 15 décembre,
le papier qui doit signer est sur la table, notre stylo est déjà prêt pour signer cette neutralisation des FDLR, qu'ils viennent signer la concomitance du retrait de ces troupes, ce qui est appelé par l'ensemble de la communauté internationale, et notamment la résolution 2773. Et donc, toute initiative qui sort de ces cadres-là, nous remercions les intentions de trouver une paix, mais nous aimerions rester encadrés par ce qui a été dit par les Nations Unies. Ce que vous dites est assez intéressant parce qu'à la fois du côté du président Kagame, mais aussi du côté du président Tshisekedi, lorsque cette image est sortie, il y a certains qui se sont amusés sur les réseaux sociaux à faire sortir une vidéo. Et le Lingala, on va l'écouter et je vous laisse réagir. Nzokande mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo bia ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti kokutana ya ngai na yo bekaka epai ya nkolo ya kelaki biso. Merci à Romain. Pour traduire pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, qui se... Oui, donc c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il a dit là, le président? Il a dit ceci, que c'est terminé définitivement avec M. Kagame, on n'en parlera plus. Donc la seule rencontre qui reste avec eux, ils vont se rencontrer un jour au ciel, là où se trouve le Créateur, chez Dieu, dans le ciel, là où se trouve le Créateur. Donc sur terre, ils ne pourront plus se rencontrer. Et donc, lorsque des gens sortent cette vidéo-là à l'issue de cette rencontre, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que c'était une mauvaise décision? C'est pour dire que dans la vie, il faut faire très attention dans des déclarations. C'est la raison pour laquelle une grande personnalité qui en met le destin de tout un peuple doit toujours faire attention dans la déclaration, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Ta parole qui est partie peut te rattraper. Parce que là, cette parole le rattrape. Et ça permet aux ennemis d'attaquer sa personnalité. Pour dire qu'il n'a pas une forte personnalité, il change d'avis à tout moment. Donc là, c'est les ennemis, ils peuvent en profiter pour faire ce genre d'attaque. Moi, je ne pense pas la même chose. Moi, je dirais que déjà, cette vidéo est intervenue pendant que le président était en pleine campagne présidentielle, donc avant que ce conflit ne prenne l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Il était en campagne. Il était président sortant. Il était plus président. Il est dans le cadre de sa campagne électorale. Et puis, c'est un langage politique. C'est un langage politique qui veut tout simplement dire qu'avec Kagame, sur certains points, nous n'avons pas d'entente sur certains points. Mais là, il le dit, mais c'est bien avant que le conflit prenne cette ampleur. Aujourd'hui, de perturber un peu la compréhension diplomatique du président Tshisekedi sur ce sujet. Parce que s'il dit c'est jusqu'au ciel qu'on va, lui et moi c'est au ciel qu'on se parlera et enfin, au doigt c'est pas encore au ciel à ce que je sache. Mais je pense que les gens ne retiennent que cette vidéo, mais il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il voulait dialoguer avec le président Kagame. C'est pas ça, en fait, c'est ces zigzags là un peu comme des bécassines. Oui, mais en fait là, c'est pour cela que je dis il faut que les gens arrivent à faire cette dichotomie entre le candidat qui est en campagne électorale et celui qui devient président de la République. Là, il est dans son siège de président de la République, donc il est obligé d'une certaine manière de négocier. Là, c'est le candidat juste à l'élection présidentielle. Donc il doit, il peut tout dire. Pas du tout. Est-ce qu'aussi on peut dire que c'est une gifle aujourd'hui, pardonnez pour l'expression un peu triviale, pour le président Lourenço qui menait ces processus de Luanda, qui se voit un peu dribblé aujourd'hui par l'émir? Moi, je pense que c'est une gifle simplement pour le continent africain tout court, parce qu'à chaque fois, en fait, les problèmes africains ne sont jamais résolus par les Africains. On peut également prendre l'exemple de la Libye, où les présidents en exercice... Enfin, mais la Libye, le président... Non, mais je ne parle pas d'actuellement, je parle du moment où il y a eu tout ce problème-là avec la Libye. Il y avait un avion présidentiel composé de 4 ou 5 présidents qui étaient en direction de la Libye, et les Occidentaux leur ont dit de retourner dans leur pays. La situation un peu plus complexe. Et certes, mais ça montre encore une fois que... C'est M. Sarkozy qui fait tout ça.
Oui, mais ça Donc, montre encore une fois que le continent africain ne résout jamais ses problèmes tout seul. Et donc, ça pose quand même des problèmes Mais sur pour nos institutions. sur la temporalité, sachant qu'il y avait une rencontre, une démarche envisagée, même pas longtemps, là, une démarche envisagée par la présidence congolaise, et qu'on on voit que nos deux présidents se retrouvent à Doha, c'est quand même un signal fort envoyé d'impuissance aussi de la part de nos autorités africaines sur ce conflit. Moi, je pense. Et quand Christos dit par exemple qu'il faut retourner à Luanda pour signer le papier, non, et qu'on voit qu'ils sont assez avec ce que Christos a dit, c'est une forme pertinente pour interpeller la conscience des uns des autres. C'est pour dire que, comme nous pouvons le dire, c'est quand même un coup pour l'Union africaine. Parce que si, quand nous sommes toujours dans un processus d'Union africaine, nous devons toujours sortir du continent pour aller chercher de solutions, ça pose un problème. Mais là, effectivement, aujourd'hui où nous en sommes, et donc M. Kagame n'a pas encore résolu le piège. Le piège est toujours là par rapport à la vision de la SADC, de l'EAC, et par rapport à la vision il y a un processus de Nairobi, et il y a un processus de Luanda. Luanda. Donc moi, je pense que c'est une difficulté pour le président Lourenço. Nous allons voir dans les jours à venir comment les choses vont se faire. Mais moi, je vois dans tout cela, c'est les enjeux. Nous sommes embarqués dans les enjeux du nouveau monde qui se crée devant nous. Justement, parlant d'avenir, en tout cas du communiqué des affaires étrangères, on nous dit que les deux dirigeants réaffirment l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Du côté de la présence congolaise, on nous dit que oui, les modalités d'exécution seront définies dans les jours à venir. Christos, comment se dessine l'avenir aujourd'hui après cette rencontre-là? Est-ce qu'il y aura une libération des provinces de Bukavu et de Goma? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ouais, bon, comme je l'ai dit ce matin à la télévision nationale, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre se mène chez nous. Et donc, il n'y a personne qui a intérêt à ce que nous obtenions cette paix plus que nous-mêmes. Mais j'insiste encore que personne ne peut être appelé dans une table des négociations pour discuter ou soit pour faire le choix entre sa mort ou son décès. Donc, s'il faut choisir entre ta propre mort ou ton propre décès, autant te battre et mourir en essayant de te sauver plutôt que de signer ces papiers-là qui consacrent soit ta mort, soit ton décès. Et donc, dialoguer n'est pas un problème, mais c'est les termes du dialogue qui posent problème. Et devant nous, le Rwanda se cache derrière le M23 parce que les revendications du M23 sont les revendications qu'un État ne peut pas mettre sur la table. Ce sont des revendications hégémoniques. Le Rwanda veut gérer la partie est du Congo, soit par la force, soit à travers le M23. Et ça ne peut passer que par un dialogue congolo-congolais qui, on va dire, piétine les préceptes ou le prescrit international, comme on l'a fait par le passé. Or, le piège, justement, comme le disait le doyen, c'est qu'on a ramené tout au niveau international. Même le Nairobi, où on parle des groupes armés, c'est aussi encadré par les résolutions des Nations Unies. Donc, ça veut dire qu'il y a une dose du droit international qui doit être appliquée là-bas. Et donc, on ne peut pas nous demander de céder notre souveraineté à un pays tiers. Et c'est là où se trouvent justement ces pièges-là. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que même ces communiqués-là du ministère des Affaires étrangères du Qatar insistent sur les deux processus notamment. Donc, c'est-à-dire partout où Kagame ira, comme il y a cette résolution-là des Nations Unies, on va le renvoyer à Luanda, Nairobi. Et là aussi, même lui-même le disait que les processus ne doivent pas être supérieurs, on va dire les animateurs des processus ne doivent pas être supérieurs aux processus eux-mêmes. On a enlevé les animateurs qu'il y avait là, mais le fond du processus reste. Même si on déshabille Nairobi pour lui faire porter un nom, Bukavu, Luanda, Entebbe ou je ne sais moi quoi, le fond restera le même. Et le fond, c'est quoi? C'est que Kagame doit retirer ses troupes de notre pays. Ils n'ont rien à y faire s'il a un souci avec les FDLR. Le FDLR pose un problème existentiel beaucoup plus à la RDC qu'au Rwanda. Vous êtes journaliste, je mets au défi quiconque nous suit, et même sur ces plateaux-là, de me sortir un seul rapport où on a dit que les FDLR ont traversé la frontière pour perpétrer des massacres au Rwanda, et des massacres de grande envergure. Mais les FDLR tuent chaque jour les populations congolaises, ils nous violent chaque jour, donc c'est un problème pour nous. Le neutraliser, c'est d'ailleurs nous rendre à nous-mêmes service, et c'est comme ça qu'on l'a accepté.
Mais Kagame ne peut pas accepter de retirer ses troupes parce qu'il a besoin de pouvoir gérer cette partie est de la République démocratique. Il a besoin de piller ces minéraux. Et donc, l'avenir, nous restons terrain, nous sommes du côté de la vérité. Tout le monde sait maintenant que c'est Kagame le problème. On l'a vu le 15 lorsqu'il a refusé de signer cet accord, alors que ses ministres avaient déjà négocié, tout était OK. Il a sorti de sa poche les M23. On a accepté d'aller avec les M23. Il a encore instrumentalisé les M23. Dès que lui, il a eu les sanctions pour que les M23 refusent de venir à Luanda, il est allé chercher le Qatar pour pouvoir plaider et faire semblant un peu que la Commission internationale voit qu'il y a un semblant de dialogue qui rentre et qu'on puisse un peu lever le pied sur les sanctions. Nous demandons à ce que le pressing puisse continuer parce qu'il faut enlever Kagame, lui ôter tous les moyens de faire la guerre et de faire des massacres au Congo. C'est seulement par cette force-là, c'est seulement par le langage de force que Kagame comprendra pour qu'il puisse retirer ses militaires et qu'on retrouve une paix définitive. Merci Christophe. Ben Luther, l'actualité va tellement vite. Vous voyez, hier à Doha, ils se sont rencontrés. Aujourd'hui, la Cinco rencontre le président Macron à l'Élysée. À quoi faut-il s'attendre? Alors, d'abord, il faut souligner que la Cinco est dans la continuité de ce qu'elle a entrepris jusqu'ici, hein, toujours dans cet élan de vouloir mener des négociations pour trouver une solution pacifique. Congolo-congolaise, comme Congolais, bien sûr. Alors, pourquoi rencontrer le président Macron et pourquoi pas un autre président? Pourquoi le président Macron? Je rappelle encore, c'est quand même le seul président occidental hein, qui, jusqu'ici, hein, il faut le dire les choses de manière très très claire, peine encore à condamner de façon farouche l'agression rwandaise. La diplomatie française a condamné l'agression rwandaise. La diplomatie française cette année de la part du président Macron. La diplomatie française a condamné, mais le président Macron lui-même, dans ses déclarations, n'a jamais pris position par rapport à ce qui se passe en RDC, au regard, notamment en comparant avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il n'a jamais pris position pour vous faites référence au discours de Villa-Cotré, qui a fâché un peu le président Tshisekedi. Mais je pense que les derniers événements ont montré que la diplomatie française a pris position et s'inscrit, je pense, dans la démarche de la Cinco. Hein. Oui. Moi, je pense que la France a condamné les attitudes du Rwanda et a demandé aussi au Rwanda de retirer ses forces de la République du Congo. Et notons aussi en passant, c'est la France qui est la rédactrice de la résolution 2773 qui demande au Rwanda de quitter. C'est la France qui est la rédactrice de cette résolution au niveau des Nations Unies. Donc la France est totalement d'accord pour que la France... Là, je pense que M. Kagame devient de plus en plus coincé. Et l'arrivée de la Cinco en France, c'est comme je le disais, même le M23, s'ils sont de mauvaise foi, ils seront coincés dans l'approche de la Cinco et le CC. Parce que la Cinco, ils sont dans une approche de bonne volonté pour nous amener à un véritable dialogue congolo-congolais, pour que nous trouvons une issue, pour nous créer la dynamique d'unité nationale, de cohésion nationale, pour que nous puissions nous mettre ensemble pour défendre notre pays. Et si le M23 se met en porte-à-faux par rapport au processus que mène la Cinco, même tel que Kagame vient de se faire prendre dans son propre piège, même le M23 et l'AFC peuvent aussi être pris dans le piège de la démarche de la Cinco et de l'ECC. Et le fait de les accueillir en France, moi je pense que dans les jours qui viennent, nous devons nous attendre, il faut que, comme nous avons dit, une rencontre congolaise, la plus grande intelligence nationale, pour que nous nous mettions debout, comme nous disons dans notre... Moi j'aimerais juste souligner un petit truc rapidement, que combien même que la France a condamné les agissements du Rwanda en RDC, je tiens quand même à le rappeler que jusqu'à aujourd'hui, la France reste le partenaire indéniable du Rwanda. Et la France n'a pas pris position aujourd'hui de façon individuelle. La France n'a pas pris des sanctions
contre le Rwanda, comme l'a fait par exemple l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ça n'existe pas. Et la France s'est inscrite juste dans un cadre de la communauté internationale et pas de manière individuelle. Ça, il faut le souligner. C'était pareil, la France aussi a pris des sanctions. Mais la France, de façon individuelle, a décidé quand même, on le voit avec Emmanuel Macron, qui ne cesse de faire des communications sur les réseaux sociaux pour envoyer les soldats français. Ça, c'est une décision unilatérale. Il n'y a pas pour envoyer. Non, mais il le propose. Donc aujourd'hui, de façon individuelle, dans le cadre d'une mission de façon individuelle aussi, je pense, au Congo. De façon individuelle, la France n'a même pas encore sanctionné le Rwanda, mais de façon, dans le cadre de la communauté internationale, la France a pris position. Ça, c'est indéniable. Je tenais juste à souligner ce fait. Christophe, pour conclure, s'il te plaît. Bon, par rapport à la France... la scène en France, il nous reste 2 minutes. Oui, bon. Par rapport à la France, la Cinco, je l'ai dit hier, hein, moi, je leur donne le bénéfice du doute. Ce sont des Congolais, nos pères, comme on les appelle. L'Église catholique, notamment, a une pénétration importante dans l'ensemble du pays. Donc, s'il y a des gens qui savent être auprès de populations et mesurer la souffrance de la population, l'Église catholique en fait partie. Donc, on ne peut pas douter de leurs bonnes intentions de pouvoir apporter tant soit peu leurs solutions. Et surtout que par les passés, ils l'ont démontré, ils nous ont sorti de différentes crises, tout ça, malgré les critiques. Et cette fois-ci, il faut juste que nous soyons prudents, comme je l'ai dit là, pour ne pas vider tous ces processus de leur substance et qu'on pense réellement que c'est un processus, c'est un conflit congolo-congolais. Il y a certes des revendications qui sont là-dedans, mais l'énergie que la Cinco et tous les autres Congolais devront mettre, c'est d'obtenir l'application de cette résolution des Nations Unies, parce que le dialogue sera même serein, et avec l'AFC et avec les M23. Si le Rwanda quitte notre sol, si le Rwanda enlève ses armes sophistiquées et tous ses militaires quittent notre territoire, à ce moment-là, nos enfants, comme on va les dire, nos enfants congolais qui sont séduits par l'ennemi, n'auront plus cet orgueil-là qu'ils ont parce qu'ils savent que derrière eux, il y a un tout-puissant qui est derrière et lui-même est accompagné par tous ceux-là qui l'accompagnent. Et il y aura ces dialogues-là qui sera serein. La France est beaucoup plus, on va dire, a beaucoup plus d'intérêt au Rwanda que chez nous. Et vous savez ce qui se passe au Mozambique avec Total, tout ça, et les militaires rwandais qui sont devenus comme une société de gardiennage pour Kagame. Il prend des commissions, ça et là, pour les envoyer aller mourir. Bref, ça, c'est sa politique intérieure. Je ne vais pas m'y mêler. Mais comme je dis, nous, Congolais, nous restons mobilisés. Nous avons appris des erreurs du passé. Et aujourd'hui, ce n'est pas une simple condamnation ou une simple rencontre qui peut nous étonner. Ce que nous voulons, c'est des actes. Et les actes, c'est que Kagame puisse retirer ses militaires de notre sol, que nous allions à ces discussions-là congolo-congolaises et qu'enfin, que nous sortions de là avec un nouveau Congo qui se fera respecter de tous et qui sera digne de ses richesses et digne de ce grand peuple que nous sommes. Merci monsieur, merci Christos depuis Kinshasa, merci le doyen Mamavinga, merci Antoine, merci Ben Lutta. Juste préciser qu'il y a quand même eu des avancées diplomatiques de la France sur ce sujet, ce qui était assez difficile. Oui, il y a des avancées d'un point de vue diplomatique dans le cadre de la communauté internationale et de l'Union européenne, mais de manière individuelle. C'est important pour éviter toute manipulation de l'information. C'est pour ça que je précise qu'il y a eu quand même des avancées. Après, les avancées sont notables. On sait très bien la proximité qu'il peut avoir le président Macron avec le président Kagame. Ça s'explique et tout. On a le précédent de Villa-Cotré où le président Tshisekedi s'est quand même fâché. Mais aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, il faut quand même éviter de manipuler l'info, dit que la France a pris des initiatives diplomatiques précises qui n'ont certes pas abouti, qui sont peut-être faibles, mais il y a quand même eu des bougées. Parce qu'on a assisté à des incendies d'ambassade. Donc, pour moi, juste donner l'info et chacun appréciera. C'est irréfutable, mais elle peine encore à sanctionner de manière individuelle. Ça, c'est une appréciation, mais dans ces temps où l'info est assez précieuse, je tenais moi juste à donner l'information précise pour chacun afin que tout le monde puisse avoir les clés de compréhension. Merci à vous et portez-vous bien.